Partout sur Terre, le témoignage visuel que le monde avait vu des camps de la mort allemands ne serait pas non plus facilement oublié. Voici le moment où les premiers soldats alliés ont découvert les camps de concentration nazis. Des hommes de la 60e armée soviétique, soldats alliés du front de l'Est, se sont avancés jusqu'à des portails de barbelés marqués d'un mensonge. Ils s'attendaient à trouver une prison. Ils sont entrés dans une machine conçue pour effacer des êtres humains. En franchissant les portes d'Auschwitz, ils sont entrés dans un monde pour lequel aucun champ de bataille ne les avait préparés. Environ 7000 survivants, dont beaucoup étaient trop faibles pour se tenir debout, attendaient entourés de plus de 600 cadavres non enterrés. Dans des entrepôts voisins, les troupes ont découvert des centaines de milliers de vêtements, 370 000 costumes d'hommes, 37 000 articles de vêtements féminins, environ 7 tonnes de cheveux humains, et des montagnes de lunettes appartenant à des personnes qui ne verraient plus jamais. Des visages étaient collés contre les fenêtres des baraquements, tandis que les soldats tentaient de comprendre ce qui se passait. Ce qui s'est déroulé à travers l'Europe en 1944 et 1945 fut une cascade de révélations. De la Pologne à la Bavière, les troupes soviétiques, américaines, britanniques et canadiennes sont tombées sur un réseau qui dépassait toute imagination antérieure. Ce n'étaient pas des cages pour prisonniers de guerre, ni des prisons improvisées. C'étaient des systèmes de mise à mort conçus par l'État. Dans ce documentaire, nous retraçons le moment où les Alliés ont pour la première fois levé le voile sur la Shoah et comment ces découvertes ont tout changé dans la manière dont le monde se souviendrait de cette guerre. La découverte soviétique des camps de concentration fut la première, et elle se fit à travers le regard d'une armée qui avait déjà été témoin des effusions de sang les plus catastrophiques du front de l'Est. L'armée rouge avait progressé vers l'ouest tout au long de 1944 et à chaque kilomètre gagné, le paysage de la souffrance humaine devenait de plus en plus visible. Les soldats ne combattaient plus dans l'isolement. Ils libéraient des territoires occupés par les nazis depuis des années et avec ces territoires venait la terrible prise de conscience que des atrocités avaient été commises, bien au-delà de ce qui se passait sur les lignes de front. En juillet 1944, alors que les forces soviétiques avançaient vers la ville de Lublin, en Pologne, elles tombèrent sur Majdanek. Ce n'était pas un camp caché au fond d'une forêt. Majdanek se trouvait à la périphérie d'une grande ville, un vaste complexe de baraquements et de bâtiments que la population locale avait vu fonctionner pendant des années. Ce que les soviétiques découvrirent, c'était un camp d'extermination dans sa forme la plus brute et la plus exposée. Il y avait des chambres à gaz, des crématoires et les restes de milliers de prisonniers exécutés. Peut-être de façon encore plus choquante parce que les nazis avaient évacué le camp à la hâte, une grande partie des preuves était encore intacte. Les soviétiques découvrirent des corps, des sites d'exécution et des documents attestant de meurtres systématiques. Mais voici la différence cruciale entre les découvertes soviétiques et celles qui seraient faites plus tard à l'ouest. Les soviétiques avançaient dans une région déjà dévastée par la guerre totale. Ils avaient déjà vu les ruines de villes rasées jusqu'au sol. Ils avaient déjà compté des centaines de milliers de leurs propres soldats morts dans la boue et la neige. Lorsque les soldats soviétiques entrèrent à Majdanek, leurs officiers reconnurent immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose de différent des horreurs du combat. C'était quelque chose de calculé, d'industriel et d'incompréhensiblement maléfique. Tout au long de l'été 1944, les forces soviétiques libérèrent camp après camp à travers la Pologne et les pays baltes. Ils pénétrèrent à Belzec, Sobibor et Treblinka, 3 des camps d'extermination les plus tristement célèbres du système nazi. Pourtant, il y avait ici une ironie à la fois étrange et tragique. Les camps qu'ils découvrirent en premier étaient ceux qui avaient été explicitement conçus pour ne laisser aucun témoin. Treblinka, en particulier, avait été presque entièrement démantelé par les nazis à l'approche de l'avancée soviétique. Les chambres à gaz avaient été démolies, les crématoires détruits, les fosses communes exhumées et brûlées pour effacer les preuves. Ce que les soviétiques trouvèrent à Treblinka n'était pas un camp de la mort en fonctionnement, mais une disparition, un paysage de cendres et de destruction où les nazis avaient tenté d'effacer les preuves de 800 000 meurtres. Les soldats soviétiques marchaient à travers des champs vides où une machine génocidaire avait opéré. Ils trouvèrent des ossements épars et des cendres,
Mais l'horreur totale de ce qui s'était passé ne pouvait être comprise qu'à travers les récits d'une poignée de survivants qui avaient réussi à s'échapper. Cela posait un problème immédiat. Les découvertes soviétiques avaient lieu dans des territoires éloignés des lignes d'approvisionnement alliées, loin de la presse occidentale, et dans des zones où l'Union soviétique avait ses propres intérêts stratégiques. Le gouvernement de Staline n'était pas enclin à rendre publiques ces découvertes au monde entier. En réalité, les récits soviétiques sur les camps allaient être délibérément façonnés pour mettre en avant la souffrance et la victoire soviétique, plutôt que la persécution spécifique des Juifs et d'autres groupes. Les camps seraient présentés comme des monuments à la barbarie nazie, mais non comme la preuve d'une tentative systématique d'exterminer un peuple tout entier. L'horreur totale des découvertes soviétiques serait éclipsée par ce qui allait suivre. Les libérations occidentales qui mettraient les soldats américains et britanniques en contact direct avec des camps encore en activité, encore remplis de prisonniers et portant encore les marques indéniables de la machine de mort. Mais les soldats soviétiques qui sont entrés dans ces premiers camps avaient déjà vu quelque chose qui les marquerait pour le reste de leur vie. Ils avaient vu à quoi ressemblait la cruauté à l'échelle industrielle. Ils avaient vu ce qui se trouvait au bout de l'obsession du régime nazi pour le contrôle total et l'anéantissement total. Lorsque les soldats américains de la 11e division blindée approchèrent du camp de concentration de Mauthausen le 5 mai 1945, ils ne cherchaient pas à faire une découverte. Ils poursuivaient un objectif militaire. La guerre en Europe touchait à sa fin. L'Allemagne était sur le point de capituler. La victoire était en vue. Et les soldats étaient impatients d'avancer vers la conquête finale de l'Allemagne nazie. Au lieu de cela, ce qu'ils trouvèrent les arrêta net. Mauthausen était l'un des plus grands camps de concentration du système nazi, et il avait été construit sur une colline surplombant une carrière. L'aspect le plus célèbre et le plus terrifiant de Mauthausen était ce que les prisonniers appelaient les marches de la mort, un long escalier de pierre menant vers une carrière. Les prisonniers trop faibles pour continuer à travailler étaient forcés de porter d'énormes blocs de pierre en remontant ces marches. Lorsqu'ils ne pouvaient plus grimper, les gardes SS les poussaient simplement dans le vide. Des centaines de prisonniers sont morts ainsi, précipités dans le vide, leur corps s'accumulant dans la carrière en contrebas, jusqu'à ce qu'ils soient emportés et incinérés. Lorsque les soldats américains sont entrés dans le camp, ils ont été confrontés à quelque chose pour lequel aucun briefing, aucun rapport de renseignement, aucune photographie n'aurait pu les préparer. Ils ont découvert un paysage de déchéance humaine d'une ampleur qui défiait toute compréhension. Des baraquements débordant de prisonniers squelettiques, dont beaucoup à peine vivants, des fours crématoires encore chauds, des preuves d'exécution systématique partout. Un soldat américain qui avait combattu à travers l'Europe depuis le jour J a déclaré plus tard qu'entrer à Mauthausen avait été la chose la plus horrifiante qu'il ait vue pendant toute la guerre. Pire que n'importe quel champ de bataille, pire que n'importe quel combat urbain, pire que n'importe quel barrage d'artillerie. Ce même jour, des soldats de la 71e division d'infanterie américaine, approchant d'une autre direction, découvrirent Gunskirchenlager, un camp annexe de Mauthausen. Ici, les conditions étaient encore plus épouvantables. Les nazis avaient forcé des milliers de prisonniers à effectuer des marches de la mort pour fuir l'avancée des Américains, et ceux qui étaient trop faibles pour marcher avaient été abandonnés dans ce camp surpeuplé, sans nourriture, sans eau et sans soins médicaux. Lorsque les soldats américains sont arrivés, ils ont trouvé des milliers de cadavres entassés dans des fosses communes et des milliers d'autres prisonniers encore vivants, mais dans l'état de détresse le plus inimaginable. Le premier réflexe des soldats fut d'aider. Ils commencèrent à distribuer la nourriture et l'eau qu'ils avaient. Ils installèrent des postes médicaux de fortune. Ils transportèrent les prisonniers incapables de marcher vers des zones plus sûres du camp. Certains soldats donnaient leurs propres couvertures aux prisonniers. D'autres restaient auprès des mourants, leur apportant tout le réconfort possible dans ces derniers instants. Ces actes de bonté, répétés des milliers de fois dans de nombreux camps, représentaient un contraste moral saisissant avec la cruauté systématique qui les avait précédés. L'impact psychologique sur ces soldats fut immédiat et profond. Beaucoup d'entre eux étaient des adolescents, de jeunes hommes qui avaient été enrôlés ou s'étaient portés volontaires quelques années plus tôt pour combattre dans une guerre qu'on leur avait présentée comme une lutte contre le fascisme et pour la défense de la démocratie.
On les avait entraînés à tuer, à survivre au combat, à obéir aux ordres, mais rien ne les avait préparés à cela. Les soldats se mirent à pleurer. Certains d'entre eux tombèrent violemment malades. D'autres restèrent figés dans un silence stupéfait, incapables de comprendre ce que leurs yeux voyaient. Cette découverte a forcé une remise en question de la nature de l'ennemi qu'ils combattaient. Il ne s'agissait pas d'une guerre entre des armées opposées aux idéologies différentes. C'était une guerre entre une civilisation qui avait des règles, aussi imparfaites soient-elles, et un régime qui avait délibérément, systématiquement et avec un sang-froid calculé, construit un système destiné à assassiner des gens à une échelle industrielle. Le régime nazi n'avait pas seulement mené une guerre. Il avait tenté de détruire tout un peuple et il était terriblement près d'y parvenir. Les soldats ont commencé à documenter ce qu'ils découvraient. Des photographies ont été prises. Des témoignages ont été enregistrés. La Croix-Rouge internationale a été appelée à l'aide pour s'occuper des prisonniers survivants. Mais les soldats ont aussi fait autre chose. Malgré leur choc et leur horreur, malgré les combats menés à travers l'Europe et l'endurcissement de plusieurs années de guerre, ces jeunes hommes ont réagi avec une compassion spontanée. Ils ont partagé leurs rations avec des prisonniers affamés. Ils ont donné de l'eau et des fournitures médicales aux prisonniers. Ils ont tenu la main d'hommes et de femmes qui étaient en train de mourir. Un soldat, voyant un prisonnier si faible qu'il pouvait à peine tenir debout, a retiré son propre manteau et l'a enveloppé autour des épaules du prisonnier. Un autre soldat s'est assis auprès d'un survivant qui pleurait, incapable de parler, le tenant simplement dans ses bras pendant qu'il affrontait la perte de toute sa famille. Ces moments n'ont pas été consignés dans les rapports officiels ou les archives militaires. Ils étaient simplement la réponse humaine de soldats confrontés à une souffrance humaine d'une ampleur incompréhensible. Et peu à peu, la rumeur commença à se répandre parmi les forces américaines en Europe qu'ils avaient découvert quelque chose d'encore pire que la guerre elle-même. Des officiers qui n'avaient jamais vu les camps commencèrent à recevoir des rapports de soldats qui, eux, les avaient vus. Les commandants peinaient à comprendre comment réagir à ces découvertes et comment répondre aux soldats traumatisés par ce qu'ils avaient vu. Des équipes médicales furent organisées, les lignes d'approvisionnement furent détournées pour acheminer nourriture et médicaments vers les camps. Pourtant, même si la nouvelle se répandait parmi les forces américaines, l'ampleur de ce qui était découvert n'était pas encore pleinement comprise. Chaque jour, de nouveaux camps étaient découverts. Chaque découverte semblait révéler de nouvelles horreurs, de nouvelles preuves de la cruauté nazie, de nouvelles chambres conçues pour tuer des êtres humains avec une efficacité mécanique. Le 11 avril 1945, les forces américaines de la 80e division d'infanterie, avançant vers l'est en direction du cœur de l'Allemagne, tombèrent sur le camp de concentration de Buchenwald, près de la ville de Weimar. Ce qu'ils découvrirent n'était pas simplement un camp. C'était un immense complexe qui fonctionnait depuis 1937. Buchenwald était l'un des plus anciens camps de concentration de l'Allemagne nazie, et il avait servi de terrain d'expérimentation pour de nombreux systèmes de contrôle, de brutalité et de déshumanisation qui seraient ensuite perfectionnés et étendus à l'ensemble du réseau de camps. Le camp abritait des milliers de prisonniers, dont beaucoup étaient des prisonniers politiques venus de toute l'Europe occupée. Il y avait aussi des prisonniers de guerre soviétiques qui avaient subi un traitement particulièrement brutal. Il y avait des hommes et des survivants de Buchenwald qui avaient travaillé au sein de l'infrastructure du camp, eux-mêmes prisonniers, mais à qui l'on avait confié des postes de faible autorité afin de diviser la population du camp et d'empêcher toute résistance unifiée. Lorsque les soldats américains franchirent les portes, ils se retrouvèrent face à une situation à la fois plus organisée et plus chaotique que ce qu'ils avaient découvert dans d'autres camps. Quelques jours seulement avant l'arrivée des Américains, les prisonniers avaient pris le contrôle du camp dans un ultime acte désespéré de résistance. Les gardes SS s'étaient repliés à l'approche des forces américaines et les prisonniers eux-mêmes avaient pris en charge l'administration du camp. Il restait encore des milliers de prisonniers en vie, bien que des dizaines de milliers soient morts au fil des années ou aient été évacués ou assassinés alors que les nazis tentaient de dissimuler leurs crimes. Les soldats américains ont rencontré des prisonniers qui pouvaient à peine marcher, couverts de poux et de maladies, affamés au point d'être méconnaissables en tant qu'êtres humains. Mais les prisonniers n'ont pas accueilli les Américains avec de la gratitude, mais avec des supplications urgentes. Ils ont montré les fosses communes.
Ils ont indiqué aux soldats les endroits où des prisonniers avaient été exécutés. Ils ont conduit les forces américaines vers des bâtiments qui avaient servi de laboratoires expérimentaux, où des médecins nazis avaient mené d'horribles expériences médicales sur des prisonniers, sans anesthésie, sans consentement, sans aucune considération pour la souffrance humaine. Les soldats ont écouté attentivement ces récits. Ils ont pris au sérieux les témoignages des prisonniers. Ils ont documenté ce qu'on leur montrait, et ils se sont engagés à aider ces survivants, à faire en sorte que leurs histoires soient racontées et à veiller à ce que les responsables soient tenus pour compte. Les médecins américains ont travaillé toute la nuit pour prodiguer les soins qu'ils pouvaient aux prisonniers malades et blessés. Les soldats ont donné leur propre ration aux prisonniers qui mouraient de faim. Un officier américain a organisé une fouille du camp à la recherche de toutes les provisions restantes qui pourraient aider les prisonniers à survivre à leur premier jour de liberté. Un officier américain, Andrew Kinnery, fut plus tard interrogé sur ce que cela faisait d'entrer à Buchenwald. Sa réponse fut simple et directe. On ne pouvait pas tout saisir. Ces 4 mots saisissent quelque chose d'essentiel à propos de l'expérience de la libération. Les camps étaient tout simplement trop vastes, trop complexes, trop accablants pour qu'un seul soldat ou un seul officier puisse tout comprendre pleinement. L'ampleur de la mort était incompréhensible. L'infrastructure du meurtre était partout, dans les baraquements, dans le crématoire, dans les registres détaillés que les nazis tenaient, dans les montagnes de preuves qu'ils n'avaient pas eu le temps de détruire. À Buchenwald, les soldats américains ont trouvé des documents nazis méticuleux qui détaillaient l'assassinat des prisonniers. Ils ont trouvé des photographies, ils ont trouvé des archives d'expériences médicales. Ils ont découvert un catalogue de cruauté humaine qui montrait que cela n'était pas le fruit de la passion ou du chaos de la guerre, mais un système soigneusement calculé, conçu pour infliger un maximum de souffrance et de mort. Les soldats américains qui sont entrés à Buchenwald ont également été confrontés à une vision qui hanterait beaucoup d'entre eux pour le reste de leur vie. Le crématoire. Les fours étaient encore chauds. Des cendres jonchaient encore le sol. Les nazis avaient assassiné des prisonniers jusqu'au tout dernier moment avant la libération du camp. Les fours de Buchenwald avaient fonctionné sans interruption pendant 8 ans, incinérant les restes de prisonniers morts d'épuisement, de faim ou exécutés sur le champ. Les soldats comprirent immédiatement qu'ils n'étaient pas simplement témoins des vestiges de la brutalité. Ils étaient témoins de preuves d'un meurtre de masse systématique en cours, et ils comprirent que si l'avancée américaine avait été retardée, ne serait-ce que de quelques semaines, des milliers de prisonniers supplémentaires auraient pu être assassinés avant que la libération n'arrive. Le fardeau psychologique pesant sur ces soldats était immense. Beaucoup d'entre eux ont eu du mal à supporter ce qu'ils avaient vu, et beaucoup ont eu du mal à vivre avec le fait qu'ils étaient arrivés juste à temps, mais vraiment de justesse. Une question les hantait. Combien étaient morts dans les mois et les années avant leur arrivée? Dachau occupe une place unique dans l'histoire des camps de concentration nazis. Ce fut le premier camp établi par les nazis après leur arrivée au pouvoir en 1933. Il avait été initialement conçu comme un lieu de détention pour les prisonniers politiques, les communistes, les socialistes, les syndicalistes et toute personne que le régime nazi considérait comme une menace pour son pouvoir. Pendant des années, Dachau a été considéré comme un camp modèle, soigneusement contrôlé, ordonné, avec une hiérarchie et un système. Mais à mesure que la guerre avançait et que les ambitions du régime nazi s'étendaient, Dachau fut transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Il devint un centre d'expérimentation médicale, un lieu de détention pour les prisonniers destinés à être envoyés dans d'autres camps d'extermination et un terrain d'entraînement pour les gardes SS qui superviseraient l'ensemble du système concentrationnaire. Lorsque les forces américaines de la 42e division d'infanterie approchèrent de Dachau le 29 avril 1945, le camp était devenu un entrepôt de la mort. Des milliers de prisonniers venus de toute l'Europe occupés par les nazis avaient été forcés de marcher vers Dachau lors de marches de la mort, alors que les nazis tentaient d'évacuer les camps avant l'arrivée des Américains. Les prisonniers étaient faibles, affamés, et beaucoup d'entre eux étaient en train de mourir. Ils voyageaient dans des wagons de marchandises, des wagons à bestiaux scellés, sans nourriture, sans eau, sans aucune hygiène. Des centaines sont morts pendant ces marches de la mort, leurs corps étant soit jetés le long des voies ferrées, soit laissés à pourrir dans les wagons.
Lorsque les soldats américains sont arrivés dans les gares de triage à l'extérieur de Dachau, ils ont été confrontés à un spectacle qui semblait tout droit sorti de l'enfer. Il y avait des trains remplis de cadavres. Des milliers de corps sans vie, tordus dans des positions qui laissaient en penser qu'ils étaient morts dans une agonie inimaginable. Les prisonniers survivants dans ces trains étaient dans un état si horrible que beaucoup d'entre eux pouvaient à peine être déplacés. Il a fallu les extraire avec précaution des wagons et beaucoup sont morts malgré les efforts des soldats américains pour les sauver. Un soldat américain arrivé à Dachau ce jour-là s'est souvenu plus tard de ce qu'il avait vu. On n'était pas censé être choqué par quoi que ce soit après tout ce qu'on avait déjà vu pendant la guerre. Mais ça, c'était différent. C'était délibéré. C'était fait avec intention et il y avait encore des gardes SS sur place. Des gens qui avaient littéralement assassiné d'autres êtres humains quelques minutes avant notre arrivée. Certains des gardes ont été abattus sur place. Je ne pense pas que quiconque ait blâmé les hommes qui l'ont fait. La libération de Dachau a été entachée par l'exécution spontanée des gardes SS restants par des soldats américains submergés par la rage face à ce qu'ils avaient découvert. Cette exécution de prisonniers et de gardes a eu lieu sur le champ, sans procès, sans jugement, simplement en réaction à la découverte de preuves d'une cruauté indicible. Ce fut l'un des rares cas pendant la guerre où le vernis de la discipline et de l'ordre militaire fut entièrement arraché face à ce qui avait été découvert. À l'intérieur même de Dachau, les soldats américains ont découvert des conditions qui rivalisaient avec les pires de tous les camps qu'ils avaient trouvés. Des baraquements surpeuplés de prisonniers squelettiques dont beaucoup souffraient du typhus et d'autres maladies, un crématoire en pleine activité, des preuves d'expérience médicale sur les prisonniers, des fosses communes contenant des milliers de cadavres. Avec environ 30 000 prisonniers affamés dans le camp, les soldats américains ont été confrontés à une crise humanitaire immédiate. Ce qui s'est passé ensuite a révélé la véritable nature de ces hommes. Bien qu'ils soient des soldats dans une zone de guerre active, bien qu'ils aient été témoins d'atrocités dépassant l'entendement, ces jeunes Américains ont répondu avec compassion. Ils ont commencé à nourrir les prisonniers, à leur fournir de l'eau et des soins médicaux. Ils se sont employés à désinfecter les survivants et à assurer une hygiène de base. Ils ont tenu dans leurs bras des prisonniers mourants. Ils ont écouté les récits des survivants. Ils ont traité les prisonniers non pas comme des ennemis vaincus ou des témoins à interroger, mais comme des êtres humains ayant subi une cruauté inimaginable et qui avaient désormais besoin d'aide, de réconfort et de dignité. Les actions des soldats n'étaient pas coordonnées par la hiérarchie, ni ordonnées par des officiers. Elles étaient des expressions spontanées d'humanité. De jeunes hommes qui comprenaient qu'ils avaient la responsabilité non seulement de vaincre l'ennemi, mais aussi de contribuer à restaurer l'humanité que l'ennemi avait tenté de détruire. Les soldats américains ont compris que Dachau n'était pas unique. Ce n'était ni une anomalie, ni une exception. C'était le modèle, le premier camp qui avait montré au régime nazi ce qui était possible, la preuve de concept pour tout le système de camps de concentration et d'extermination qui allait suivre. Dachau fonctionnait depuis 12 ans. Pendant 12 ans, le monde en avait eu connaissance. Il y avait eu des rapports, il y avait eu des avertissements, il y avait eu des preuves. Et pendant 12 ans, il avait continué de fonctionner, de s'étendre, de perfectionner ses méthodes de mise à mort. Alors que les soldats américains répertoriaient ce qu'ils découvraient à Dachau, ils commencèrent à comprendre que le système des camps de concentration n'était pas un secret caché au reste du monde. C'était un secret que le monde connaissait, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Le 15 avril 1945, les forces britanniques sont entrées dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne. Si les découvertes des Américains avaient été choquantes, ce que les Britanniques ont rencontré était à bien des égards encore plus horrifiant, car le camp était toujours en activité, toujours rempli de milliers de prisonniers mourants et portait encore toute la machinerie du système nazi. Bergen-Belsen avait été établi en 1943, comme un camp pour les prisonniers détenus en vue d'un échange ou qui étaient trop malades pour travailler dans les camps de travail. Mais au moment où les Britanniques sont arrivés, il était devenu un enfer sur Terre. Le camp était surpeuplé bien au-delà de sa capacité, avec des milliers de prisonniers entassés dans des baraquements conçus pour une fraction de ce nombre. Les maladies faisaient rage. Le typhus avait balayé le camp comme une peste. Les prisonniers mouraient par centaines chaque jour, non pas par exécution, mais de faim, de maladie
et de l'absence totale de soins médicaux ou d'hygiène. Les soldats britanniques sont entrés dans le camp et ont été immédiatement confrontés à des scènes qui défiaient toute compréhension antérieure de la souffrance humaine. Ils ont découvert des fosses communes, des milliers de cadavres entassés dans des trous. Ils ont trouvé des prisonniers trop faibles pour même se lever, allongés au sol, entourés de saleté et de maladies. Mais peut-être plus choquant encore, ils ont constaté que beaucoup de prisonniers mourants étaient presque au-delà de tout espoir de sauvetage. Les équipes médicales arrivées avec les forces britanniques ont eu du mal à fournir des soins de base. Beaucoup de prisonniers étaient tellement affaiblis qu'ils sont morts même après la libération, leur corps étant tout simplement trop endommagés par des années de famine et de mauvais traitements pour survivre, même avec une alimentation et des soins médicaux appropriés. Un soldat britannique qui est entré à Bergen-Belsen a consigné sa première réaction. « Rien n'aurait pu nous préparer à ce que nous avons découvert. » C'était au-delà de la compréhension. C'était au-delà de tout ce qui pouvait être photographié, décrit ou même imaginé. L'horreur était si totale, si absolue, que votre esprit refusait de l'accepter comme réalité. Bergen-Belsen est devenu le premier camp où le monde entier a pu voir les conditions de ses propres yeux. Des caméras de reportage et des photographes sont entrés dans le camp dans les jours qui ont suivi la libération. Des photographies des fosses communes et des survivants squelettiques ont été publiées dans les journaux du monde entier. Pour la première fois, le grand public, les gens en Amérique, en Grande-Bretagne et ailleurs, pouvaient voir des preuves visuelles de ce que les camps de concentration étaient réellement. L'impact fut profond et immédiat. Ce n'était pas une information abstraite, ni des récits de seconde main, ni des affirmations niées ou débattues. C'était une preuve photographique. C'était des images filmées. Le monde pouvait voir les corps. Le monde pouvait voir les survivants. Le monde pouvait voir les crématoires. Et le monde ne pouvait plus nier ce qui s'était passé. Mais la découverte de Bergen-Belsen a également soulevé des questions urgentes qui allaient préoccuper les commandants militaires, le personnel médical et les responsables politiques pendant des semaines. Comment aider des personnes qui ont été affamées jusqu'à frôler la mort? Comment traiter le typhus à grande échelle quand on ne dispose même pas de fournitures adéquates? Comment prendre en charge et s'occuper de milliers de survivants traumatisés qui ont perdu leur famille, leur foyer, toute leur vie? Les Britanniques ont établi un camp hôpital et fait venir du personnel médical de toutes les branches de l'armée et de la population civile. Ils ont travaillé jour et nuit pour tenter de sauver les survivants, mais beaucoup sont tout de même morts. Le traumatisme avait été trop total, les dégâts trop profonds. Bergen-Belsen est devenu non seulement un symbole de la cruauté nazie, mais aussi un rappel brutal que même la libération ne pouvait pas effacer tous les ravages causés. Les prisonniers avaient été assassinés par les nazis, mais en un sens très réel, Bergen-Belsen continuait de tuer même après la libération. Le camp avait créé une blessure qui ne guérirait jamais complètement. L'accord de Washington de 1946 exigeait de la Suisse qu'elle ne restitue qu'une fraction de la valeur estimée de l'or, soit 50 millions de dollars sur environ 500 millions de dollars d'or spoliés. Le reste est resté entre les mains suisses, progressivement absorbé dans l'économie légitime par des ajustements comptables et le passage du temps. En ce qui concerne les comptes privés, les banques suisses soutenaient qu'elles ne pouvaient pas révéler d'informations en raison des lois sur le secret bancaire, même lorsque les titulaires des comptes étaient confirmés morts pendant l'Holocauste. La défense suisse reposait sur plusieurs arguments. Ils étaient neutres et n'avaient aucun moyen de vérifier la provenance de l'or. Ils devaient protéger leurs institutions financières contre les menaces militaires allemandes et leurs banques ne faisaient que suivre les pratiques bancaires internationales standards. Chaque argument contenait une part de vérité, enveloppée dans un échec moral total. Les banques suisses ont pris des décisions calculées pour tirer profit du génocide. Et ces décisions ont offert à la machine de guerre nazie un répit financier vital à des moments cruciaux. L'économie de guerre nazie était perpétuellement au bord de l'effondrement. L'Allemagne est entrée dans la Seconde Guerre mondiale sans disposer des ressources nécessaires pour un conflit prolongé. La stratégie du Blitzkrieg, des frappes militaires rapides et écrasantes, était en partie motivée par la nécessité économique. L'Allemagne ne pouvait pas se permettre une guerre longue. Chaque mois de combat supplémentaire épuisait des ressources que l'Allemagne ne possédait pas.
Cette crise des ressources rendait la richesse volée non seulement profitable, mais essentielle aux opérations militaires nazies. Des estimations prudentes suggèrent que les biens saisis aux victimes de l'Holocauste ont fourni environ 30% du budget de guerre allemand entre 1942 et 1945. Ce chiffre inclut non seulement l'or et les devises traitées par les canaux officiels, mais aussi la valeur totale de tous les biens confisqués, l'immobilier, les entreprises, les comptes bancaires, les titres et les effets personnels. Le Bureau principal économique et administratif de la SS a calculé qu'en 1943 seulement, l'exploitation des camps de concentration, le travail forcé combiné à la confiscation des biens, ont généré environ 600 millions de Reichsmark pour l'État allemand. Les flux financiers passaient par de multiples canaux. L'or et les devises saisies aux victimes étaient envoyés à la Reichsbank, qui les utilisait pour acheter des devises étrangères et commercer avec des nations neutres. Ces devises étrangères servaient à acheter des matériaux de guerre vitaux. Des roulements à billes suédois pour les chars, du wolfram portugais pour les munitions perforantes, du mercure espagnol pour les explosifs, du chrome turc pour le durcissement de l'acier. Chacun de ces matériaux était essentiel à la production d'armes. Sans accès à ces ressources, la production militaire allemande se serait effondrée encore plus rapidement qu'elle ne l'a fait. Les biens confisqués en Allemagne et dans les territoires occupés apportaient des avantages plus directs. Les appartements saisis servaient à loger des familles allemandes déplacées après les bombardements alliés. Les meubles, ustensiles de cuisine, vêtements et objets ménagers arrachés aux foyers juifs étaient distribués aux civils allemands ou vendus par des canaux officiels, les recettes allant dans les caisses de l'État. Rien qu'en Pologne, les autorités d'occupation allemandes ont saisi pour environ 20 milliards de dollars de biens appartenant à des familles et communautés juives. Ces biens étaient soit expédiés en Allemagne, soit vendus localement pour financer les coûts de l'occupation, soit distribués aux colons allemands ethniques. La SS gérait son propre empire économique, bâti presque entièrement sur le travail forcé et les biens volés. La SS possédait des entreprises telles que DEST, Deutsche Erd- und Steinwerke, German Earth and Stone Works, DOBLIE, German Equipment Works et d'autres, qui produisaient des matériaux de construction, des textiles et des armements en utilisant des prisonniers des camps de concentration travaillant sans salaire, nourris de rations de famine et poussés jusqu'à la mort. Les profits allaient directement à l'organisation SS, qui les utilisait pour étendre le système des camps de concentration, financer les unités militaires de la SS et enrichir la direction de la SS. Peut-être le plus troublant était la façon dont la richesse volée s'est intégrée de manière si complète dans la vie quotidienne allemande en temps de guerre. Les soldats de la Wehrmacht recevaient une solde en partie financée par les biens confisqués. Leurs armes, uniformes et équipements étaient produits à partir de matériaux achetés avec l'or des victimes. Les familles allemandes utilisaient des meubles, portèrent des vêtements et cuisinaient avec des ustensiles pris aux familles déportées. L'exploitation économique du génocide n'était pas séparée de la société allemande en temps de guerre. Elle y était profondément ancrée. L'impact dépassait les seules dépenses militaires directes. L'industrie allemande est devenue dépendante du travail forcé et des matériaux volés. En 1944, environ 7,6 millions de travailleurs forcés et de prisonniers des camps de concentration travaillaient dans l'industrie allemande, représentant plus de 20% de la main-d'œuvre. De grandes entreprises comme IG Farben, Krupp, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz exploitaient des usines utilisant la main-d'œuvre des camps de concentration. Elles versaient à la SS des sommes symboliques pour cette main-d'œuvre, bien en dessous des salaires du marché, générant d'énormes profits tout en contribuant à la destruction systématique des populations emprisonnées. La détresse financière de l'État nazi s'est accentuée à mesure que la guerre tournait à la défaveur de l'Allemagne. Après les défaites de Stalingrad et en Afrique du Nord, après le débarquement et l'avancée soviétique depuis l'Est, l'économie allemande ne survivait plus que grâce au temps emprunté et aux ressources volées.
L'intensification de la solution finale en 1944, la déportation et l'extermination des Juifs de Hongrie, la liquidation des derniers ghettos, ont coïncidé avec la situation de ressources la plus désespérée de l'Allemagne. La seule opération hongroise a rapporté d'immenses richesses aux caisses de la SS, alors même que la guerre était manifestement perdue, ce qui suggère que l'extraction économique restait une priorité. Même lorsque la défaite militaire devenait inévitable. Il ne s'agissait pas simplement de vols opportunistes survenus en marge de la guerre. Le meurtre de millions de personnes était une politique motivée par des considérations économiques, justifiée auprès de la direction nazie, en partie par les ressources qu'elle générait. La solution finale était beaucoup de choses. Un génocide guidé par l'idéologie, une pseudo-science raciale érigée en politique, un meurtre de masse bureaucratique. Mais c'était aussi une opération d'extraction de ressources à une échelle jamais tentée auparavant. La guerre s'est terminée en mai 1945. Lorsque les forces alliées ont occupé l'Allemagne, elles ont commencé à découvrir l'ampleur des vols nazis. Des réserves d'or qui auraient dû se trouver dans les banques nationales à travers l'Europe furent retrouvées dans des mines de sel, enterrées dans des forêts, cachées dans des coffres de banques. Les archives de la Reichsbank, partiellement conservées, documentaient des années de pillage systématique. Mais récupérer la richesse volée allait s'avérer presque aussi compliqué que le vol lui-même. Les procès de Nuremberg ont traité des crimes contre l'humanité, mais ils ont aussi examiné l'infrastructure économique qui a permis ces crimes. Walter Funk, président de la Reichsbank, fut jugé pour son rôle dans l'acceptation et le traitement de l'or de la SS. Sa défense était simple. Il était un banquier qui suivait les ordres des autorités de l'État. Émile Poul, qui avait personnellement supervisé les transactions, témoigna au sujet d'envois contenant de l'or dentaire et des bijoux provenant manifestement de victimes. Malgré ce témoignage, Funk ne reçut qu'une peine de prison à perpétuité, qui fut ensuite commuée. Il fut libéré en 1957 et mourut 3 ans plus tard. N'ayant jamais rendu un seul centime de la richesse volée, les dirigeants d'entreprise furent confrontés à une responsabilité similaire, ou à son absence. Les dirigeants d'IG Farben, qui supervisaient les opérations à Auschwitz-Turmonowitz, furent jugés. Certains reçurent des peines allant d'1 à 8 ans de prison. La plupart furent libérés de manière anticipée. Dès les années 1950, beaucoup avaient retrouvé des postes dans l'industrie allemande. Le message était clair. La participation au génocide, si elle était menée à travers des structures corporatives et financières, ne serait pas sévèrement punie. L'or lui-même devint l'objet de négociations internationales complexes. La commission tripartite sur l'or a été créée en 1946 pour restituer l'or monétaire pillé par l'Allemagne à ses propriétaires nationaux légitimes. La commission a finalement récupéré et redistribué environ 65 millions de dollars en or, soit une fraction de ce qui avait été volé. Une grande partie de cet or provenait des réserves retrouvées en Allemagne à la fin de la guerre. L'or qui avait déjà été blanchi par les banques suisses, converti en devises et dépensé pour l'effort de guerre, avait tout simplement disparu. Qu'en est-il des biens personnels? Qu'en est-il des alliances, des devises cousues dans les vêtements, des bijoux cachés dans les talons de chaussures? La plupart n'a jamais été retrouvée. Certains objets ont été découverts dans les baraquements canadiens abandonnés à Auschwitz, des entrepôts encore remplis de vêtements, de chaussures et d'effets personnels à l'arrivée des forces soviétiques. Il était trop tard pour rendre ces biens à leurs propriétaires, dont presque tous étaient morts. Ces objets sont devenus des pièces de musée, témoignages silencieux du vol systématique. La question des banques suisses et de leurs comptes est devenue de plus en plus controversée au fil des décennies. La Suisse soutenait que les lois sur le secret bancaire empêchèrent de révéler des informations sur les comptes, même pour les victimes de la Shoah. Cette position était défendable légalement selon le droit suisse, mais moralement indéfendable pour la communauté internationale. La pression s'est accrue dans les années 1990, alors que les organisations de survivants et les enquêtes internationales exigeaient des comptes. En 1996, le Congrès juif mondial, dirigé par Edgar Bronfman, a réclamé un audit complet des banques suisses.
Les banques suisses ont d'abord résisté, affirmant que la plupart des documents de la période de guerre avaient été détruits. Sous une intense pression internationale, une enquête a finalement été menée. Elle a révélé que les banques suisses détenaient environ 600 millions de dollars sur des comptes dormants appartenant probablement à des victimes de la Shoah. De nombreux titulaires de comptes avaient été assassinés. Leurs familles ignoraient l'existence de ces comptes ou n'étaient pas en mesure de surmonter les exigences bureaucratiques suisses pour les réclamer. L'accord qui en a résulté, en 1998, a obligé les banques suisses à verser 1,250 milliard de dollars en dédommagement. Cela ne concernait pas seulement les comptes dormants. C'était aussi une compensation pour le rôle des banques dans le blanchiment de l'or nazi et les profits tirés du génocide. Les banques suisses n'ont jamais reconnu leurs responsabilités. Elles ont présenté l'accord comme un geste de réconciliation historique plutôt que comme une reconnaissance de culpabilité. Le versement a été distribué à des milliers de demandeurs à travers le monde, bien que de nombreux survivants n'aient reçu que quelques milliers de dollars chacun, une somme dérisoire comparée à ce qui avait été volé. L'Allemagne elle-même a mis en place des programmes de restitution, mais ceux-ci étaient limités et compliqués sur le plan administratif. Pour obtenir une compensation, les survivants devaient fournir des documents prouvant la propriété de biens ou la persécution, des documents qui avaient souvent été détruits, tout comme les communautés qui les avaient créés. Les premiers programmes de restitution exigeaient que les demandeurs fassent une demande individuelle et prouvent leur perte, un processus qui excluait de nombreux survivants âgés, faute d'énergie, de ressources ou de documents. Beaucoup sont morts avant de recevoir quoi que ce soit. Les efforts de restitution se sont améliorés avec le temps. La conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne, créée en 1951, a négocié des programmes de compensation et distribué des fonds aux survivants. En 2025, l'Allemagne a versé environ 90 milliards de dollars en restitution aux survivants de la Shoah et à leurs héritiers. Cela peut sembler considérable, jusqu'à ce qu'on le compare aux quelques 180 milliards de dollars volés, ajustés à l'inflation, et l'argent, quel qu'en soit le montant, ne peut pas restituer ce qui a réellement été perdu. Des familles, des communautés, des cultures et des vies. 80 ans après la libération, l'histoire du vol nazi se poursuit de manière inattendue. Des coffres-forts bancaires à travers l'Europe et l'Amérique du Nord contiennent encore des avoirs non réclamés appartenant à des victimes de la Shoah. Les biens immobiliers saisis pendant la guerre restent aujourd'hui encore l'objet de litiges sur leur propriété. Des œuvres d'art volées à des collectionneurs juifs réapparaissent périodiquement dans les maisons de vente aux enchères, déclenchant des batailles juridiques sur leur provenance. Le vol perpétré entre 1933 et 1945 résonne à travers les générations. Considérez-la. Les nazis ont systématiquement pillé des œuvres d'art appartenant à des collectionneurs, des marchands et des musées juifs à travers l'Europe occupée. Hermann Göring a personnellement constitué une collection de milliers de tableaux, sculptures et objets d'art, presque tous volés. Les nazis dirigeaient l'ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, une organisation d'État dédiée spécifiquement au pillage des biens culturels. Ils ont pris des Rembrandt à Amsterdam, des Klimt à Vienne, des collections entières dans les galeries parisiennes. Certaines œuvres d'art ont été expédiées en Allemagne pour le Führermuseum que Hitler prévoyait à Linz. D'autres pièces ont été vendues via des pays neutres pour financer les opérations de guerre. Après la guerre, les forces alliées ont récupéré des centaines de milliers d'œuvres d'art dans des mines de sel, des châteaux et des entrepôts. Les monuments Men, des historiens de l'art et des professionnels de musées en uniforme ont travaillé à identifier et restituer ces œuvres à leurs propriétaires légitimes. Ils ont réussi dans de nombreux cas, mais des milliers d'œuvres n'ont jamais été réclamées parce que les propriétaires étaient morts et que leurs héritiers ignoraient l'existence de ces œuvres. D'autres pièces ont été restituées à des pays plutôt qu'à des individus. Elles ont fini dans des musées nationaux où elles se trouvent encore aujourd'hui, leur véritable provenance restant incertaine. La recherche moderne de provenance continue de révéler des œuvres volées dans les collections de musées et chez des particuliers. En 2006,
les musées autrichiens ont été contraints de restituer 5 tableaux de Klimt aux héritiers d'Adel Bloch-Bauer, dont la famille avait été dépossédée par les nazis. Les tableaux étaient estimés à plus de 300 millions de dollars. Des cas similaires apparaissent régulièrement. Une famille découvre que la collection d'art de ses grands-parents a été saisie. Elle commence à faire des recherches. Elle retrouve un tableau dans un musée ou lors d'une vente aux enchères. Commence alors la bataille juridique pour prouver la propriété et exiger la restitution. L'immobilier pose un problème encore plus complexe. Des immeubles entiers à Berlin, Vienne, Paris et Amsterdam ont été saisis à leurs propriétaires juifs. Après la guerre, ces biens n'ont souvent pas été restitués, car les propriétaires et leurs familles étaient morts. Les propriétés ont été intégrées dans des programmes de logement d'État ou vendues à de nouveaux propriétaires qui les ont achetées de bonne foi, sans connaître le vol dans l'histoire du bien. 70 ans plus tard, des parents éloignés des propriétaires d'origine refont surface, revendiquant légalement des biens immobiliers valant aujourd'hui des millions. Qui a la revendication la plus légitime, l'héritier de la victime du vol ou le propriétaire actuel qui a acheté légalement il y a des décennies? La question de la responsabilité des entreprises reste non résolue. Les entreprises allemandes qui ont profité du travail forcé et des biens volés ont fini par créer en 2000 un fonds collectif d'indemnisation, la Fondation pour la mémoire, la responsabilité et l'avenir. Le fonds a distribué environ 8 milliards de dollars aux anciens travailleurs forcés et à d'autres victimes. Mais cela a été conclu comme un règlement définitif, empêchant toute nouvelle poursuite judiciaire. Les entreprises ont contribué au fonds pour obtenir la paix juridique et non comme une reconnaissance d'une culpabilité morale. De Gusser, l'entreprise qui a raffiné l'or provenant des victimes de Auschwitz, a continué à fonctionner après la guerre. Elle a fusionné, s'est restructurée et fait désormais partie d'Evonik Industries. L'entreprise reconnaît son rôle pendant la guerre, mais le présente comme un fait historique plutôt que comme une obligation morale persistante. L'entreprise existe encore aujourd'hui, rentable et respectable, bâtie en partie sur une base d'or dentaire, traités et d'alliances fondues. Les banques suisses continuent de détenir des avoirs qui pourraient appartenir à des victimes de l'Holocauste ou à leurs héritiers. Malgré l'accord de 1998, de nouveaux cas apparaissent. Quelqu'un découvre un document mentionnant un compte bancaire suisse. La banque affirme qu'aucun dossier n'existe. Des batailles juridiques s'ensuivent. La résolution favorise souvent la banque, qui dispose de ressources pour des litiges prolongés dont les survivants âgés ou leurs descendants ne disposent pas. L'aspect le plus troublant concerne les avoirs qui ne seront jamais réclamés parce que personne n'a survécu pour les réclamer. Des familles entières ont été assassinées, ne laissant aucun héritier. Des communautés entières furent entièrement détruites, ne laissant personne pour se souvenir de ce qui avait été perdu. Dans la tradition juive, les biens de ceux qui meurent sans héritier reviennent à la communauté. Mais lorsque toute la communauté est détruite, qui hérite? Cette question n'a pas de réponse satisfaisante. Nous revenons à notre point de départ. Août 1944, Auschwitz-Birkenau, un transport en provenance de Hongrie. Familles séparées, biens confisqués, des vies ont été fauchées. Mais à présent, nous comprenons toute l'architecture de ce qui s'est passé ensuite. Ces biens n'ont pas disparu dans le chaos. Ils ont intégré un système spécifiquement conçu pour transformer les biens personnels en actifs de l'État, pour convertir le génocide en profit, pour rendre le meurtre de masse économiquement productif. Les richesses pillées ont financé 30% des coûts de guerre de l'Allemagne nazie entre 1942 et 1945. Ce n'est pas une statistique historique abstraite. Cela signifie que presque une balle sur 3 tirée par les soldats de la Wehrmacht, un char sur 3 qui a traversé l'Europe, une bombe aérienne sur 3 larguée sur les villes alliées, ont été financées, directement ou indirectement, par les biens saisis aux victimes de la Shoah. L'or dans les coffres suisses provenait d'alliances et de dents. La monnaie utilisée pour acheter des roulements à billes suédois était retrouvée cousue dans la doublure des manteaux de famille montant dans les trains.
Le système était si efficace que les victimes finançaient littéralement leur propre destruction. Cette histoire soulève des questions qui restent sans réponse 80 ans plus tard. Quel est le délai de prescription pour un vol lorsque les victimes ont été assassinées? À quel moment un bien volé devient-il légitimement possédé avec le passage du temps? Quelle responsabilité les institutions portent-elles pour avoir tiré profit d'un génocide? Les réponses juridiques existent. Des traités, des accords, des fondations créées puis dissoutes. Mais les réponses morales sont plus difficiles à saisir. La Suisse est devenue prospère en partie grâce à l'or nazi. Les entreprises allemandes se sont reconstruites avec des actifs et des infrastructures développées grâce au travail forcé. Des particuliers à travers l'Europe ont vécu dans des appartements, porté des vêtements et utilisé des biens domestiques pris à leurs voisins déportés. Le bénéfice économique du génocide s'est étendu bien au-delà des officiers SS et des dirigeants nazis. Il a imprégné des sociétés qui, par la suite, se sont présentées comme victimes du nazisme ou comme observateurs neutres. Aujourd'hui, environ 90 milliards de dollars ont été versés en restitution et en compensation par l'Allemagne et les entreprises allemandes. La Suisse a versé 1,250 milliard de dollars dans le cadre de son accord bancaire. Ces chiffres paraissent importants jusqu'à ce qu'on les compare aux 180 milliards de dollars volés, ajustés à l'inflation. Et pourtant, des œuvres d'art sont exposées dans des musées sans provenance claire. Des comptes bancaires restent non réclamés. Les litiges immobiliers persistent. Le vol n'a jamais été entièrement recensé, encore moins remboursé. La leçon la plus profonde va au-delà des calculs financiers. Le système de pillage nazi a réussi parce que des milliers de professionnels ordinaires, banquiers, comptables, cadres d'entreprise, ouvriers de raffinerie, employés d'expédition, ont pris la décision, jour après jour, d'y participer. Ils traitaient la paperasse, ils faisaient fondre l'or, ils transféraient les fonds, ils tenaient les registres. La plupart n'ont jamais été punis. Beaucoup ont poursuivi leur carrière après la guerre. Le message envoyé à l'histoire était que le génocide, s'il est mené par des voies bureaucratiques appropriées, permet de participer avec un risque minimal. Nous nous disons que nous aurions agi différemment. Nous aurions refusé. Nous aurions résisté. Mais les faits suggèrent le contraire. L'exploitation économique nazie de l'Holocauste a réussi précisément parce que tant de gens ordinaires ont pris des décisions ordinaires, suivre les règlements, obéir à leurs supérieurs et privilégier la sécurité de l'emploi plutôt que l'objection morale. La banalité du mal, comme l'a observé la philosophe Hannah Arendt, en était la caractéristique la plus terrifiante. Ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont les voix qui s'éteignent des survivants, le nombre décroissant de ceux qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. La documentation conservée dans les archives. Les vestiges physiques à Auschwitz et dans d'autres sites, où des piles de chaussures et de valises témoignent encore de vies individuelles réduites à des marchandises. Et les batailles juridiques en cours autour des biens et des indemnisations, chaque affaire rappelant que le vol à cette échelle n'a pas de date de péremption. Le système de pillage nazi était sans précédent par son ampleur et son efficacité. Mais la volonté des institutions de tirer profit de l'atrocité, la propension des professionnels à participer à des systèmes dont ils savent qu'ils sont injustes, la capacité des sociétés à absorber des richesses volées sans poser de questions, tout cela n'est pas propre à l'Europe des années 1940. Ce sont des faiblesses humaines qui persistent à travers le temps et les cultures. L'histoire se souvient des chambres à gaz et des pelotons d'exécution. Elle se souvient des camps de la mort et des fosses communes. Elle doit aussi se souvenir des tables de tri à Canada, des raffineries à De Gazard, des coffres des banques suisses et des bureaux où des bureaucrates calculaient la valeur économique du génocide. Car un vol d'une telle ampleur nécessitait non seulement des auteurs, mais aussi des facilitateurs, non seulement des criminels, mais aussi des collaborateurs, non seulement le mal, mais des gens ordinaires faisant des compromis ordinaires. Le prix de cette complicité a été payé en sang et en or. La facture n'a pas encore fini d'être payée.
Si cette histoire vous a ému, interpellé ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'eux et nous adorons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Épiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.